Eh bien, bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Parfait. Bienvenue au Festival America. Alors, il a été beaucoup question tout au long de cette édition des paysages canadiens, de la littérature canadienne et québécoise. Alors, on vous propose pendant 1 heure environ de voyager un tout petit peu plus au sud, aux États-Unis, pour une ville qui fait fantasmer de nombreuses personnes à travers le monde, du Canada à Vincennes. Elle a été l'objet, le sujet de nombreux films et d'innombrables romans. Cette ville, c'est New York. Une ville que connaissent bien mes invités, qui ont chacun peut-être un rapport particulier à cette ville, qui ont en tout cas un rapport littéraire, puisqu'ils ont écrit des romans qui se déroulent presque intégralement à New York. Alors à mes côtés pour en parler, Viviane Gornick. Bonjour Viviane. Votre ouvrage s'intitule La femme à part. Il vient de sortir en France aux éditions Rivage. On se promène à vos côtés, Viviane, dans les rues de New York, autant que dans vos pensées, dans votre vie new-yorkaise. Vous avez été reporter, essayiste et une référence aux États-Unis de l'écriture autobiographique depuis la sortie en 1987 de votre roman autobiographique Attachement féroce, que j'ai aussi sous la main, qui a également été publié chez Rivage. Dans ce roman, vous reveniez sur les liens avec votre mère. New York, la ville de New York était déjà très présente. Le livre n'est sorti en France qu'en 2017 et La femme à part chez Rivage est votre deuxième roman publié en France. Nous allons en parler ensemble. Je remercie d'ores et déjà Garance d'interpréter nos échanges. À mes côtés également, Jacqueline Woodson. Bonjour Jacqueline. Alors, beaucoup de lecteurs vous connaissent pour vos romans jeunesse. Vous en avez publié presque une trentaine, je crois. Vous avez d'ailleurs gagné beaucoup de prix, de récompenses tout au long de votre carrière d'écrivain, notamment le National Book Award pour votre roman Brown Girl Dreaming en 2014. Ou plus récemment encore le prestigieux prix Alma, considéré un peu comme le Nobel de la littérature jeunesse. Les éditions Stock ont publié en France votre dernier roman, Un autre Brooklyn. Il est en vente, évidemment, tous les livres dont on parle sont en vente ici. Ce n'est pas un roman jeunesse à proprement parler, même s'il met en scène 4 adolescentes à Brooklyn. C'est un roman d'apprentissage où il est beaucoup question d'amitié, de deuil aussi, de famille, tout cela dans les rues parfois difficiles de Brooklyn que vous connaissez bien. Je remercie Marie-Jeanne d'interpréter nos échanges. Enfin, l'écrivain Christopher Jansma est également parmi nous. Bonjour Christopher. Vous avez écrit de nombreux essais dans différentes publications américaines. Vous êtes également critique littéraire. Vous avez écrit votre premier roman, La robe des léopards, publié en France en 2014 chez Actes Sud. Mais c'est principalement de votre second roman, New York Odyssey, que nous allons parler ensemble. New York Odyssey, publié aux éditions Rue Fromentin, qui est également disponible en livre de poche d'ailleurs. C'est l'histoire d'un groupe d'amis. Ils sont encore jeunes. Ils découvrent la ville de New York jusqu'à ce qu'un drame dont nous ne dirons pas grand-chose aujourd'hui les fasse brutalement grandir. Merci Clémentine. Non. Clémentine. Claudine, pardon, d'interpréter nos échanges. Un mot pour me présenter, je suis Pierre Croze du site du réseau littéraire Babelio, qui est un réseau social où vous pouvez ajouter vos critiques, vos citations de vos livres préférés ou de vos dernières découvertes. Alors vous aurez compris que New York est au cœur de ces 3 œuvres. On va en parler tous ensemble. Avant de parler de littérature, j'aimerais que vous me parliez de votre rapport à New York, à la ville. Jacqueline Woodson, vous êtes née dans l'Ohio. Je crois que vous avez découvert New York vers l'âge de 7 ans. C'est une ville qui vous a immédiatement fasciné. Comment est-ce que vous avez vécu cet emménagement à New York à l'âge de 7 ans? Thanks for having me. I was born in Ohio, as you say, and when I was a few months old, my mother moved my siblings and I to Greenville, South Carolina, where I lived until I was 7. And then and from there, we came to New York City as part of the Great Migration, which, as I explained to people earlier, was that period between the early 1900s and the mid to late 1970s, where millions of African Americans left the really oppressive conditions of the South, places like Chicago, New York City, Los Angeles, California. And I think for me, New York City was always a part of my psyche because I had so many relatives who had come before we came. But it was also, as a child, and I wrote about this in Brown Girl Dreaming, it was a surprise to come from the lush, lush, lush South to a place that was concrete.
And so that's my earliest memory of the streets of New York, being a place where I didn't feel like I quite belonged until I did. Merci de me recevoir. Vous l'avez dit, je suis née dans l'Ohio et après quelques mois, notre mère nous a emmenés en Caroline du Sud, à Greenville, et on y est resté jusqu'à mes 7 ans. Ensuite, effectivement, j'ai déménagé à New York et ce déménagement faisait partie du mouvement de la Grande Migration, qui en fait est un mouvement qui a eu lieu entre les années 50 et 70, où des millions de personnes ont fui l'oppression du Sud pour aller dans le Nord. Pour moi, New York a toujours fait partie de notre histoire familiale parce que déjà, des membres de ma famille avaient déménagé avant nous à New York. Mais comme je l'ai expliqué dans mon livre Brown Girl Dreaming, j'ai été aussi très surprise d'arriver dans ce paysage de béton alors que j'avais grandi dans des paysages extrêmement verdoyants. Donc pour moi, au début, je n'avais pas du tout l'impression d'appartenir à ce nouveau paysage, mais je me suis fait. Merci. Christopher Jansma, vous êtes né dans le New Jersey, à la frontière de New York City. Quand on vit dans une ville aussi proche, dans une région aussi proche de New York City, on est rapidement attiré vers elle. Vous n'avez pas été déçu de votre arrivée ensuite à New York? No. When I was young, I lived very close to New York, like you said, in New Jersey. But to me, it was almost like a forbidden place. My parents didn't like New York. They took us sometimes to see a Broadway show or, very, special occasion or a field trip to a museum. But we never went just to explore, just to see, how wonderful it was. And I never thought of myself living there when I was younger. And then when I was studying writing later in life, the only school for writing that I got into was in New York, and so I went, and I didn't think I would like it very much, and didn't like it at all for 2 years. I stayed in a very small neighborhood. I walked to class. I went to my apartment to write, and never left 5-block radius. And eventually, I started to fall in love with the larger city, and it became my home. Eh bien, écoutez, voilà, non, pas vraiment. Quand j'étais jeune, j'ai grandi dans le New Jersey. Et puis New York, pour moi, c'était un endroit un peu interdit. Mes parents n'aimaient pas du tout New York. On y allait de temps en temps pour voir une comédie musicale de Broadway, pour faire une visite d'une journée à un musée, mais on n'est jamais allé juste à New York pour explorer. Donc, jamais je pensais que je vivrais là. Mais quand je suis arrivée à l'âge d'aller à l'université, je voulais faire des études pour apprendre à écrire, justement, et la seule université qui m'a prise était l'université de New York. Donc j'y suis allée sans m'attendre à vraiment aimer la ville. Et c'est vrai, pendant 2 ans, j'ai détesté New York. J'allais en cours, je revenais, je faisais rien. Je ne me suis pas déplacée à plus de 5 pâtés de maison de chez moi. Mais petit à petit, j'ai commencé à aimer cette ville qui est devenue ma maison. Viviane Gornick, vous avez une relation compliquée, mais fusionnelle aussi avec votre mère. Avec la ville de New York aussi, vous avez connu une relation fusionnelle, d'abord dans le Bronx, puis ensuite à Manhattan? Do I have to talk about my mother again? My mother and I are both urban peasants, I would put it that way. I grew up in the Bronx, one of the great boroughs around. I'm sure we've all experienced. Manhattan is the center of the city, and the boroughs that surround it are Bronx, Brooklyn, Queens, and Staten Island. And everybody who grows up in the boroughs usually grows up working class and or immigrant. And we, the children of those boroughs, long to get to Manhattan as if we were raised in Kansas or Ohio. So that's my relationship to New York. Ever since I was a child, I couldn't wait to get to Manhattan, where life would begin. Oddly enough, my mother, who was a working class immigrant housewife, she hungered for the streets too. And so when I was old enough and she was old enough, we walked the streets of Manhattan together.
Est-ce qu'il faut vraiment que je parle encore une fois de ma mère? Donc c'est vrai qu'en fait, ma mère et moi, dans un certain sens, nous sommes comme des paysannes urbaines, c'est-à-dire que moi j'ai grandi dans le Bronx, qui fait partie des quartiers de New York, des quartiers extérieurs, parce que donc Manhattan est vraiment le centre, et puis ensuite il y a donc les boroughs, les différents quartiers. Donc il y a le Bronx, il y a Queens, il y a Staten Island et Brooklyn. Et c'est vrai que les enfants qui grandissent en général dans ces quartiers un peu excentrés sont soit des enfants d'immigrés, soit des enfants de la classe ouvrière. Et en fait, pour moi, c'est comme si j'avais grandi au Kansas ou dans l'Ohio. Et j'avais une vraie impatience de pouvoir aller à Manhattan. Et j'avais l'impression que c'était seulement à Manhattan que la vie pourrait commencer. Et donc ma mère, qui pourtant est une femme au foyer, immigrante et de classe populaire, elle avait aussi une sorte de faim de découvrir et de marcher dans les rues. Et donc quand moi j'ai été suffisamment âgée et quand elle a eu aussi un certain âge, et ben en fait on a marché ensemble dans les rues de Manhattan. Juste sur le micro, vous m'entendez mieux si je parle comme ça? Là, il faudrait peut-être éloigner un peu notre bouche du micro. Qui n'entendent pas, très bien. Parfait. Jacqueline, un mot sur... vous avez dit qu'il a fallu un certain temps avant que vous vous sentiez acceptée dans cette ville. Quel a été le déclic pour vous sentir acceptée justement dans cette ville? À quel moment est-ce qu'elle s'est sentie acceptée? It's a good question. I mean, looking back on it, I feel like I always belonged to New York. I just didn't know it yet, but coming into the neighborhood in Bushwick that we came to, and coming through the Great Migration while other people were coming through immigration, watching white flight take place, and that was the period where all the white people were running away from the brown and black people into the suburbs. It felt like we owned the streets. I mean, it belonged to us. And because my mother was so connected to New York, and because my uncle and aunt, and we had so many people who came from the South with us, I feel like by the time I was in school, like New York was home, Brooklyn, more than the other boroughs, was home to me. C'est une très bonne question parce que c'est vrai que maintenant, quand j'y pense, j'ai l'impression d'avoir toujours appartenu à New York, de m'être toujours sentie chez moi. Mais c'est vrai que quand on est arrivé dans le quartier de Bushwick, avec les autres immigrants, comme les autres immigrants, on n'était pas vraiment chez nous. Et puis après, on a vu tous les Blancs aller dans les banlieues chics pour éviter justement d'avoir à vivre avec la communauté noire. Et là, je me suis sentie chez moi. Les rues, c'était chez nous. Et ma famille, d'ailleurs, est venue avec nous. Et c'est plus tard, quand je suis allée à l'école, que j'ai vraiment eu l'impression d'être chez moi. Christopher, vous avez choisi de parler de New York à travers votre ouvrage. Pourquoi avoir choisi le cadre de cette ville pour votre roman? Dès le départ, vous souhaitiez parler de New York plus ou autant que vos personnages? Vous pouvez répéter la fin? Vous souhaitiez parler autant de la ville que de vos personnages? Yeah. So as I said before, when I first came to New York, I didn't feel like I belonged there. I felt like it was some mistake and that it would soon reject me and I would have to go home and to New Jersey. And after a while, and I started to feel more at home there, and feel like I was living through something that was sort of unique. I had grown up reading novels about New York, Call It Sleep, Bright Lights, Big City, F. Scott Fitzgerald novels, you know, all about New Yorks that existed a long time ago, before I was born. And it took a long time, but eventually I started to think there was a New York that I knew and that my friends and I had lived in that was a new city that was different from the one that I had read about in other novels. We came to the city in 2005, 2006, and then in 2008 there was the financial crisis hit, and
everything paused for a little while, and it was a very strange experience. Many people I knew lost their jobs and left, but we didn't. We stayed and sort of clung on, and that made me feel like I had made it a little bit, and I wanted to then write about what it was like to be someone who had survived sort of a moment like that in New York City. Alors, oui, comme je disais, quand je suis arrivée à New York, j'avais l'impression de ne pas être à ma place dans cette ville, que c'était une erreur et qu'en fin de compte, New York allait me rejeter et puis me renvoyer vers le New Jersey. Mais petit à petit, les choses se sont améliorées. Quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, j'ai lu beaucoup de romans sur New York, des romans de F. Scott Fitzgerald, de Call It Sleep également, ou Big Light, Big City, qui parlent tous de New York énormément. Mais quand je suis arrivée à New York, je me suis rendu compte que c'était une nouvelle ville, très différente de celle du passé. Et bon, je suis arrivée en 2005-2006, et en 2008, il y a eu la crise financière. Et c'est comme si tout s'est arrêté pendant quelques instants. C'était assez étrange. Pas mal de mes amis ont perdu leur emploi, ont dû partir. Mais nous, on s'est accrochés, on a pu rester. Et j'ai eu l'impression d'avoir réussi là-dedans. En fait, je voulais écrire sur comment c'est de survivre un moment comme celui-là. Viviane, avec vous, on découvre New York, votre New York, dans Une femme à part. Vous avez toujours écrit sur cette ville, vous ne cessez de vous interroger sur elle. Vous êtes toujours interrogé sur New York? Vous avez toujours écrit sur cette ville, de manière quotidienne, vous vous interrogez sur cette ville, sur les changements de New York? It does. Geraint tells me that you're saying I'm always questioning the city, I don't believe that is true. I think it's exactly the opposite, that I always experience the city the same, as no matter what changes are, I'm of that class of people who experience the city in exactly the same way all the time, at eye level, walking straight ahead, and listening to the conversations around me. That's my New York. It's a very old New York. It's a New York that shares a history with every great city in the world. It's right. All the changes that have affected these two, they go right over my head. My life remains exactly the same and has for like 100 years, ever since I was born. I will say this. There are many ways in which to experience this, any great city. You know, this conversation will be happening in New York City. It will be about Paris, right? We'd be Paris. We'd have all these people up on the stage talking about Paris. How do you experience it? How is it different? There'd always be one, like me, who is really urban, but not urbane. Can you? There's a class of people born and raised working class, and as I said, urban peasants, and we survive all histories and all times and places. We're the opposite of sophisticated, the sophisticated New Yorkers, or the people who come to it for all kinds of different reasons. We're the people who tramp the streets of these cities and experience one another, as I say, at eye level. My book is full of conversations on the street. I mean, I walk the street, and every conversation I have because it makes me feel more alive to myself and alive to humanity in general. That's the one thing that a great city offers without stint and without change. And if you're a walker in the city, that's really how I see myself, much more than anything else, a walker in the city. And that's what I offer.
I don't question it at all. It's the opposite. I accept it no matter what happens, no matter what it looks like. As you would too. And I'm sure as you do Paris. Donc en fait, c'est vrai que peut-être le terme interroger ne décrit pas exactement mon rapport avec la ville. Moi, en fait, j'ai l'impression de même pas vraiment avoir vu les changements, dans le sens où vraiment l'expérience que j'ai avec la ville, elle reste toujours la même, c'est-à-dire au niveau des yeux, au niveau de ce qui se passe à ma hauteur, les conversations que j'entends. Et donc, il n'y a pas réellement... J'ai l'impression de vivre la même ville que celle qui pouvait être là déjà il y a 100 ans. Et je pense que c'est la même chose dans toutes les grandes villes du monde. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que je pense que cette conversation sur les villes et la fascination pour la ville pourrait avoir lieu à New York. Et à ce moment-là, les gens sur scène parleraient de Paris et interrogeraient Paris et leurs expériences avec Paris. Moi, je pense que je suis vraiment urbaine, mais pas mondaine. Donc là, il y a un petit jeu de mots entre urban and urbane. Donc, et donc, c'est urbaine, mondaine, peut-être. Dans le sens où je fais donc partie d'une classe populaire qui a peut-être survécu plus que vécu dans cette ville, qui est liée aussi à une histoire ancienne de la ville, mais tout comme les grandes villes du monde ont aussi une histoire ancienne. Et j'ai pas l'impression du tout de faire partie de cette population, donc là, urbaine sophistiquée, ou qui vient à New York avec des rêves de réussite ou d'ambition, pour tout un tas de raisons. Et donc moi, le rapport que j'ai avec la ville, c'est celui de mes pas et de comment je marche. Et c'est ce qui me fait me sentir en vie et qui me fait me sentir partie de l'humanité. Dans mon livre, je parle beaucoup des conversations que je peux avoir dans la rue. Donc moi, je suis vraiment une marcheuse et j'aime avoir des conversations et me sentir partie de quelque chose. N'hésitez pas à rebondir si vous souhaitez ajouter un mot ou rebondir sur ce qui a été dit. N'hésitez pas du tout. Peut-être. It's funny because I completely agree with what you're saying, Vivian, in terms of being that kind of New Yorker who, you know, is there for the long run. And for me, when I want to get my children to behave, I threaten to leave New York. I threaten that we're going to move from New York. At the same time, it's interesting. I was pregnant during 9/11, and one thing that I was so surprised about was that people left after the towers came down. And you know, I grew up with wherever you go, there you are. So it was not something you thought to run away from, but you hugged the city more because it was now hurt. So I just wanted to say That's good that. to hear. I felt exactly the same way. Je trouve que c'est drôle parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que Viviane vient de dire. Moi aussi, je suis new-yorkaise et je compte bien le rester longtemps. Et d'ailleurs, je veux que mes enfants soient sages et qu'ils arrêtent de faire des bêtises, je les menace. Je leur dis, si vous n'êtes pas sages, on va partir de New York. Et moi, j'étais enceinte lors du 11 septembre. Et j'étais très surprise de voir que de nombreuses personnes ont quitté la ville après que les tours se soient effondrées. Moi, je trouvais que c'était justement la raison de rester. Puisque la ville avait connu ce traumatisme, il fallait rester là pour la vivre, la consoler. Not much to add to that. I agree with what Vivian said. I think I always felt when I came to New York that it was sort of a temporary visa that I had to be here for a little while. I always thought that I would probably eventually go and try something else. It's interesting, I came in, I guess, 2003, so it was just a few years after 9/11, and that was one of the things that made me feel like not a real New Yorker when I got there. It was many of my classmates had lived there during 9/11 and had that sort of shared experience. I had seen it from far away, and I was sort of coming in afterwards. And
it was interesting. So I have a question. Okay. J'ai pas grand-chose à ajouter à ce qui a été dit par Viviane et Jacqueline, mais bon, voilà, moi, quand je suis arrivée à New York, j'avais l'impression d'avoir un visa temporaire, qu'à un moment ou l'autre, je finirais bien par partir. Je suis arrivée en 2003, donc quelques années après les Tours Jumelles. Et j'avais, de ce fait, le sentiment de ne pas être un vrai New-Yorkais, parce que mes camarades de classe, beaucoup d'entre eux avaient vécu très longtemps à New York et avaient été là lors de l'effondrement des tours. Moi, je ne l'avais vu que de loin, et ça jouait contre ce sentiment d'être un vrai New-Yorkais. So what scared your parents about the city? Pourquoi vos parents avaient peur que vous ameniez à New York? Myths, I think. They never really went there. They didn't know what they were talking about. I think the New York they knew was from movies and TV shows, and I'm sure they believed it was not safe. One thing I found that was true when I got to New York was that it was incredibly overwhelming. It's so big. There's so many people from in every sort of corner of it. And I think my parents, now I know much better as an adult, are easily overwhelmed by large numbers of people anywhere. Long story, but they currently live on a boat about as far away from other people as possible. But I think that was really it. I think they had an idea in their minds of New York from television that they believed in. It's something I still find often with people in my parents' generation, still believe that New York is something very different than what I discovered when I came. Tout simplement des légendes, des mythes. Hein. Ils y allaient pas tout simplement parce qu'ils avaient une image de New York, une image qu'ils avaient reconstruite à partir des films, de la télé, et ils pensaient que ce n'était pas une ville sûre. Quand je suis arrivée à New York, d'ailleurs, je dois admettre qu'on peut vite se laisser déborder par cette ville. Elle est si grande, il y a tellement de monde. Et mes parents, en réalité, sont des personnes qui se laissent dépasser, qui se laissent déborder par les grandes foules. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en ce moment, ils vivent sur un bateau, loin de tout, loin des gens. Donc, voilà, comme ça. Ils avaient cette idée de New York qui s'était reconstruite à partir de la télé. Ils ont cru ce qu'ils ont vu à la télé. Mais c'est quelque chose d'assez commun dans la génération de mes parents qui se font une idée un peu erronée de la ville de New York. Un mot peut-être sur les quartiers. New York, c'est aussi de nombreux quartiers. Jacqueline Woodson, vous situez l'action d'un certain nombre de vos romans, et notamment le dernier, Un autre Brooklyn, dans ce quartier de Brooklyn. Cette ville et ce quartier fait partie intégrante de votre projet littéraire? C'est ce quartier qui vous inspire pour écrire? So I've written 30 books, and about 12 of them take place in Brooklyn. So it's actually not the majority. And I think Brooklyn, one thing that I love about Brooklyn is its diversity. I mean, I grew up in Bushwick. I live in Park Slope now. The Bushwick of the 70s and 80s was very different than the Bushwick now. So is the Park Slope. And I think that it's interesting enough for it to hold a narrative. So in Another Brooklyn, there's the nonfiction element that is Bushwick. That's a character in the book because I wanted to write about a neighborhood that had died, and it died because of gentrification and became something that was not there anymore. And one thing we talk about in New York is people Columbusing neighborhoods, which means they come in and they say they discovered it. And that negates the fact that there were people living and thriving and loving in that neighborhood. And so with the Brooklyn, it was very intentional how I wanted to use the character of Bushwick to have that dialogue with myself and with the reader. But, I love Park Slope. I very, very rarely set a novel in Park Slope because I don't know what I would say about it. But there are other parts of the world that are more interesting to me. J'ai écrit une trentaine de livres. Sur ces trentaine de livres, 12 se passent à Brooklyn. Donc ce n'est pas la majorité de mes histoires qui se passent à Brooklyn, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'intéresse particulièrement à Brooklyn, c'est sa diversité. Moi, j'ai grandi à Bushwick, donc un quartier de Brooklyn, et c'est un quartier qui a énormément changé depuis les années 70.
Et c'est un quartier qui est suffisamment intéressant pour que des histoires puissent s'y dérouler, pour qu'on puisse construire des histoires là-bas. Et d'ailleurs, dans Another Brooklyn, un autre Brooklyn, mon livre, il y a en quelque sorte un thème autour de la ville. La ville, ce quartier est un personnage parce que peu à peu, il disparaît à cause de la gentrification. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas d'autres quartiers qui disparaissent ou qu'on dit avoir découvert récemment alors qu'ils existaient avant. Donc c'est ça qui m'intéresse dans cette partie de New York. Mais j'aime aussi d'autres quartiers comme Park Slope par exemple, et d'autres endroits du monde m'intéressent aussi. Christopher, comment vous avez choisi vous, les lieux que l'on croise dans votre roman? On traverse plusieurs quartiers différents de New York, notamment Manhattan, mais pas seulement. Comment vous avez choisi les lieux de votre roman? Much of the novel takes place in Manhattan, which is where I lived originally. And I lived in Morningside Heights area for a couple of years and then moved down to the Lower East Side, all the way over by the river, Avenue C and 14th Street. And so I tried to stick to different neighborhoods, though, that I knew from different friends that lived. I ended up writing most of it after I had left Manhattan and was living in Brooklyn. And then I started to include, I think there's a scene at least in each borough in the novel at some point. They go to Staten Island, the Bronx, and Queens. And that was really important to me. I wanted to make sure, as much as possible, to try to get my hands around, more of the city than just what I knew. So I went to Flushing and spent time with a family there, and the Korean-American family. One of the characters in the story grew up there, and I wanted to get some more of an idea of what that might be like. And that character, William, provided, I hope provides an interesting counterpoint to the others who have all come to the city, all sort of young, privileged white people coming to the city. William grew up there and then has sort of moved home after college and has a different perspective on it than they do. Alors voilà, Manhattan est très important dans mon roman. C'est à Manhattan que ça commence en fait, mais c'est là que j'habitais quand je suis arrivée au départ à New York. Ensuite, j'ai été à Morningside Heights, puis dans le Lower East Side, près de la rivière, près de 14th Street, et j'ai essayé de m'en tenir un peu au quartier que je connaissais le mieux. J'ai écrit sur Manhattan, sur Brooklyn. Par contre, j'ai d'autres scènes du roman, un peu partout dans New York, dans tous les boroughs de New York. Alors Staten Island, le Bronx, le Queens, des quartiers de la ville que je connaissais moins bien. J'y suis allée tout simplement. Alors je suis allée à Flushing, rencontrer une famille américaine-coréenne parce qu'un de mes personnages a grandi justement dans un environnement américano-coréen. Je voulais un peu plus en savoir. Mon personnage, qui s'appelle William, est en fait quelqu'un qui est très différent des autres personnages principaux du roman, qui sont tous jeunes, blancs, venant de milieux plutôt de classe moyenne aisée. Alors que William, lui, il a grandi dans ce quartier et puis il est un peu à l'écart des autres au début. Une ville, ce sont aussi ses gens, sa population. Viviane, j'aimerais vous entendre sur la population de New-Yorkaise. Si New York a une place à part, c'est peut-être aussi parce que sa population est particulière, spéciale? Est-ce que la population de New-Yorkaise est spéciale? No. No. The population of a large city is the same everywhere in its variety. That's really all. The only thing that I contribute as a writer to my relationship to one of the great capitals of the world is that to whatever extent I can, I capture the idiom of it. Every city in the world has an idiom. It's, I think, remarkable if they're translated accurately, if that idiom is not lost.
New York City is extremely vivid in its expressiveness. People are acting out all the time, all over the place. It's a city full of, whenever I leave New York, I'm always gratified to hear the sound of New York speech again. People encounter one another in a very vivid and active way. You just have to be open to it. People are often amazed at what I put down in the books that I've written about New York. They're amazed only because I'm pointing out to them what they live through themselves all the time, right? That's all that a writer does. I mean, everybody lives through what we live through, right? We just we put it down in ways that, if you're lucky, if you're good at it, they are recognizable. And you're always grateful if others see it that way. So that's it. It's just, it's very vivid. I'm sure Paris is exactly the same. I know London is, and other great cities. Alors non, je ne pense pas qu'il y ait une spécificité réellement de la population new-yorkaise, dans le sens où elle est semblable à la population de toutes les grandes villes du monde par sa variété. Mais par contre, moi, ce que j'essaye de faire, la contribution que j'essaye d'apporter en tant qu'écrivaine, c'est réussir à capturer ce qui peut faire... ce qu'il y a dans une grande capitale, et c'est la langue. Donc, toutes les expressions idiomatiques. Et j'essaye de montrer en quoi les expressions idiomatiques de New York et la façon dont les gens à parler à New York sont remarquables. Et quelque chose qui ne doit pas être perdu. Et donc, c'est vrai qu'à New York City, il y a toujours une sorte d'expressivité des gens qui est très vivace. Les gens sont comme toujours en train de jouer un rôle ou de se présenter aux autres d'une façon très intense. Et quand je quitte New York et que je reviens, je ressens toujours une forme de gratitude dans le fait de retrouver toutes ces paroles. Et donc je raconte mes rencontres. J'essaye d'être ouverte à la conversation et donc en tant qu'écrivaine, ce que j'essaye de faire, c'est de l'écrire et de le rendre visible sur le papier. J'essaye de montrer du doigt, de pointer un petit peu ce qu'on traverse. Et ce que j'essaye et ce que j'espère, c'est que les gens retrouvent ces typicités. Et je me sens toujours très reconnaissante quand les gens voient et reconnaissent voilà, tout ce que j'essaye d'écrire. Si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas. I agree with Vivian. Why not? Je suis tout à fait d'accord. Me too. Moi aussi. Un mot peut-être sur l'écriture de comment on écrit New York dans une ville dans laquelle on vit. Est-ce qu'on la fantasme aussi un peu, cette ville, ou est-ce que vous essayez d'être réaliste dans son portrait? Peut-être Jacqueline. Well, I write realistic fiction, quote unquote. So, and of course, when you write, it has to be bigger than what is really there, just because otherwise it doesn't get seen on the page. And I don't think I need to fantasize or anything like that, because it is all there. And I always think, if you're walking through the world with your eyes open, you're going to bear witness to it. You're going to see it. And I write about the parts of the city that are interesting to me, and that is about interaction. That is about small things happening that become bigger moments in our lives later on, but in that moment we don't know that that's what they're going to become. And I think that it's all there, especially when I'm writing about Brooklyn. I know Brooklyn so deeply and so long, and I'm watching it with such a kind of critical eye that I can't help not see what I'm trying to say.
Alors, personnellement, moi, j'écris, entre guillemets, de la fiction réaliste, mais bien sûr, lorsque l'on écrit, il faut toujours faire les choses un peu plus grandes qu'elles ne sont, un peu plus visuelles, sinon le lecteur ne peut pas s'imaginer. Mais je ne crois pas que j'ai besoin non plus d'inventer un New York fantaisiste qui n'existe pas. J'écris sur les zones de la ville qui sont intéressantes, sur les interactions, sur des moments de la vie importants, même si on ne sait pas toujours sur le moment qu'ils vont être importants dans le reste de notre vie. Et je connais Brooklyn si bien, depuis si longtemps, que je ne peux pas m'empêcher d'avoir cette œil critique quand j'écris sur la ville. Et je ne peux pas m'empêcher de voir ce dont j'ai envie de parler. Christopher, j'aimerais vous entendre sur cette question. I spoke before about how sort of overwhelming the city can be, and I think that was my first experience of it. And when I started to write about New York, that was sort of the spirit that I tried to put on the page. Long, descriptive paragraphs, long sentences, trying to sort of fit as much of the sensory experience of New York in as possible, the lights, the sounds, the voices, the people, all the variety, all of the diversity, and just how from one end of a block to the next you can enter 15 different worlds. And I tried very hard to do that as I was working on the novel, and then at the very end I looked back at it and I sort of thought there's so much that I still didn't get in there somehow, and so I wrote the very end of the novel is sort of about 2 pages. It's almost like a long poem, but is a section about that feeling that you can be in New York for a long time and spend your life walking around and looking and observing and still feel like you've only seen a tiny fraction of what it has to offer. So. J'ai déjà parlé de quand je suis arrivée à New York, je me suis sentie un peu débordée par cette ville. C'est une ville qui déborde, qui dépasse. C'est l'expérience justement que j'ai essayé de transmettre dans mon roman. Quand j'ai commencé à écrire sur New York, j'essayais de retransmettre cet esprit. J'écrivais de longues phrases, de longs paragraphes descriptifs. J'essayais en fait de reproduire l'expérience sensorielle de la ville, les bruits, les lumières, les voix, la diversité, parce qu'à New York, quand on longe un seul pâté de maison, on peut voir jusqu'à 15 mondes différents. Et à la fin, quand j'ai relu ce que j'avais écrit, je me suis rendu compte que pas tout y était. J'ai donc écrit une sorte de conclusion qui est un poème en prose où j'essaye de retransmettre ce sentiment. Même si on habite à New York pendant longtemps, même si on garde les yeux et les oreilles ouvertes, on ne voit qu'une infime partie de ce que c'est que New York. Si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas. Un mot sur la littérature new-yorkaise, il nous reste 5 minutes. Vous êtes aussi des lecteurs. Il y a une littérature new-yorkaise dont vous êtes lecteur, dont vous seriez lecteur, et qui a influencé aussi votre expérience de New York. Peut-être Jacqueline, commencez. I think there are a lot. I mean, I think James Baldwin is one of my biggest inspirations in writing about both the New York experience and the Black experience and the queer experience. I mean, I think it was Colson Whitehead who said you come across the Brooklyn Bridge and they hand you an MFA, which is, a joke about there's so many writers in Brooklyn. But right now I'm reading There, which is a novel by Tommy Orange, which is brilliant, and it's about urban Indians in East Oakland. And so I think my mind is wrapped around thinking about the writers of Oakland now. I don't think we have any represented here, but I think, again, my Brooklyn experience is very specific to my Brooklyn experience, and there are definitely writers who influenced it, and there are writers around the world who've influenced it as well. I will add something to that. Peut-être juste après le...
Yeah, I was about to say. Excusez-moi. Oui, donc pour moi, il y a beaucoup d'influences new-yorkaises. James Baldwin m'a beaucoup inspirée parce qu'il écrit sur New York, sur la communauté noire, sur la communauté homosexuelle. Et je crois que c'est Colson Whitehead qui a dit qu'une fois que vous passez le pont de Brooklyn, vous êtes immergé dans les auteurs parce qu'il y a tellement d'auteurs à Brooklyn. Aujourd'hui, je lis un livre de Tommy Orange sur les Indiens urbains à Oakland. Et voilà, là aussi, ça m'a inspirée. Je me suis intéressée à cette question subitement. Mais mon expérience de New York est tellement personnelle et c'est tellement lié à mon expérience de première main. Bien sûr qu'il y a des inspirations, mais il y a aussi ce que moi j'ai vécu. Viviane, vous souhaitiez interagir? Yeah, this question does have a history of writers in New York, and I'm really interested to hear what you say. And my take on it is this. From the beginning, from Walt Whitman and the American Civil War, lots of writers lived in Brooklyn, right? Walt Whitman lived in Brooklyn, Hart Crane, Thomas Wolfe, a whole long history of writers who lived in Brooklyn and looked to the bridges to Manhattan as the road to fame and glory. And they all saw they imagined the city, just as you keep implying, as a place of fantasia, in which they would come into their own as great and powerful and important. Right, so it was like every coming-of-age novel throughout Western history, I guess. I think this prevailed up until the end of the Second World War. At the end of that war, writing from and about New York began to become much more realistic-based. Much less fantasy was involved in people's writers' experience of themselves in relation to the city. And I have to say this about my own history. It was the women's movement of the 1970s, of which I was a big part, that gave me a view of myself as a walker in the city, as I'd never had before. It wasn't that I didn't walk the city, it was just that I didn't see myself that way. I didn't see myself as a woman, although this middle-aged, divorced feminist walking the streets of a great city. It was at that point that I was possessing the city, feeling that, making it my own, even though I'd grown up in it and lived there all my life. It was at that point and in that way that I felt I encountered it and I made it my own. And it was my intention to join the history of urban literature when I put myself down as a walker in the city on the page. In other words, men had taken this territory forever. The flaneur. I wanted to add a woman's voice to that urban literature. But it was interesting then to realize that the literature of the flaneur is not fantasy written. It's not about achieving fame and glory. It is about apprehending the street on the ground as it is. So in that way, this whole history turned. Oh, sorry. Donc c'est vrai que de toute façon, il y a effectivement une sorte d'histoire et de longue tradition d'écrivains, ça remonte même avant la guerre de sécession. Walt Whitman, Thomas Wolfe, ces hommes écrivains qui vivent à Brooklyn et qui regardent à travers le pont vers Manhattan, et Manhattan qui représente une sorte de fantaisie, de fantasme, de rêve, de gloire, de célébrité. Et donc en fait c'est un peu ces hommes qui sont là et qui s'imaginent leur futur un peu glorieux et puissant. Et ça s'inscrit en fait dans même un mouvement littéraire plus général qui est le roman de formation. Et en fait, les choses ont commencé à changer à partir de la Seconde Guerre mondiale, où là, on va écrire sur la ville et sur New York en particulier de façon plus réaliste, avec moins de fantasmes, moins de fantaisie. On va se baser sur l'expérience. Les écrivains vont se représenter eux-mêmes dans leur expérience quotidienne. Et pour moi, ça a été le mouvement féministe des années 70, dont j'ai fait partie, qui m'a vraiment permis de me représenter moi-même en tant que marcheuse dans la ville. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression vraiment de rentrer en possession à la fois de mon propre corps,
dans la ville, mais aussi de ma propre voix d'écrivaine, et que vraiment donc, je rentrais en possession de mon propre point de vue. Et du coup, un peu sans intention, mais je me suis retrouvée comme faisant partie de cette histoire et de cette tradition d'écrivains, mais auquel je rajoutais ma voix féminine, qui sont les écrivains marcheurs, la figure du flâneur, et où on ne s'intéresse plus du tout à la gloire, à la reconnaissance, mais où vraiment on raconte son expérience sur le sol et ce qu'on voit au niveau des yeux. Christopher, si vous souhaitez. Just to Le add mot to de la that, fin. I'm so glad you mentioned that idea of the flaneur, which I guess we stole from France. And one of the books that I read that first made me think about really writing a novel about New York was Teju Cole's Open City, which is out a few years before. And I studied that book very, very carefully just to see what he's doing in that. It's incredible. And he's able to sort of move through the city in these amazing ways and describe, the big and the little, and the recurring things and the sort of the small specific things so perfectly. So that was something that I just was so blown away by when I read, and I just tried to figure out how he did it. And then I had really the little bit of New York that I had fallen in love with as a younger person was all through reading F. Scott Fitzgerald novels and stories, which of course is a New York long gone, I think. And but there's a story that I love to teach called Mayday. It's kind of a long story involving sort of multiple characters moving through the city on one afternoon in 1919. And I love that story, and it was a structure that I also studied and took apart to try to figure out how he has certain characters that are very sort of high, well off and oblivious to what's going on with other characters who are soldiers that just returned from the war, who have no money and are completely overwhelmed by the city. And so it's like a beautiful sort of knot of characters. Alors voilà, je rebondis. Oui, j'aime beaucoup cette idée du flâneur. Je crois qu'on l'a appliqué au français d'ailleurs, c'est possible. Il y a un livre qui m'a vraiment inspirée, qui s'appelle Open City, de Teju Cole. Alors je l'ai lu en détail, j'ai même déconstruit ce roman parce que c'est un livre vraiment extraordinaire. Le personnage se déplace dans la ville et il décrit les petites choses, les grandes choses, les choses qui arrivent à plusieurs reprises, les choses qui arrivent une seule fois. Ce livre m'a vraiment époustouflée et je voulais savoir comment il l'avait fait. Quand j'étais jeune, je lisais beaucoup F. Scott Fitzgerald, qui parle d'un New York qui est révolu depuis il y a longtemps. Mais il y a une nouvelle que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mayday. C'est les personnages qui évoluent dans le New York de 1919, juste le temps d'un après-midi. Et cette nouvelle, je l'ai adorée. J'ai étudié sa structure, je l'ai déconstruite, je l'ai lue en détail. Et on voit d'un côté des personnes aisées qui se promènent sans voir, ils ont des œillères, alors qu'il y a aussi d'autres personnages qui sont des soldats qui reviennent de la guerre, qui n'ont pas un sou, qui sont complètement débordés, impressionnés par cette ville. Et tout ça, ça fait un tout. Et c'est ce qui m'intéressait dans ces personnages. Eh bien, merci à tous. Merci à tous les trois. Viviane Gornick, La femme à part et Attachement féroce aux éditions Rivage. Jacqueline Woodson, un autre Brooklyn aux éditions Stock. Et New York Odyssey, Christopher Jansma aux éditions Rue Fromentin. Merci à tous, merci aux trois interprètes également. Merci beaucoup.